Samedi 28 septembre de l'an 2019, le dernier du mois de septembre de l'année 2019. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être une fois encore au rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur Réseau Télévision baptisé Info Hebdo. Ce jour, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous deux professionnels des médias qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émission d'Info Hebdo. Il s'agit bel et bien de Julien Kitty, il est journaliste, chroniqueur et analyste politique. Il sera face à un autre chroniqueur qui est le fondé du quotidien béninois d'information générale et d'analyse Actu Express. Il s'appelle Médéric François Gongo. Avec eux, il sera question d'analyser et de commenter la situation que traversent les forces Coroï Bénin émergentes suite à la délivrance du récépissé définitif par le ministère de l'Intérieur à cette formation politique se réclamant de l'opposition. Et si le temps nous permet, nous essayerons également de commenter l'actualité liée à la fermeture des frontières du Nigeria avec ses voisins. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Julien Kitty. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Vous êtes face à Médéric François Gongo. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Kader et amis téléspectateurs. Amis internautes. Amis internautes. Ah, internautes, faut le dire. Merci à vous, Médéric François Gongo, également d'être des nôtres ce samedi. Alors, Julien Kitty, Force Coroï.Bénin émergent, existe désormais légalement sur le plan politique. Quelle analyse vous en faites? Bon, mais ça peut paraître très banal. Vous me demandez qu'un parti politique qui était à la quête donc, de cette reconnaissance juridique ou cette conformité, pour être plus précis, avec le nouvel arsenal juridique qui gouverne les opérations électorales dans notre pays, notamment la charte des partis politiques, eh bien, on peut, au premier degré, s'en réjouir et se dire, bon, enfin, c'est réglé. Mais il ne vous a pas échappé que les ténors de cette même formation politique ne se sont pas compris ou ne continuent de ne pas se comprendre sur la méthodologie qui a conduit à ça. Et on peut se surprendre de voir que pendant longtemps, les informations, les faits et gestes, aussi bien au niveau du ministère de l'Intérieur que des ténors de ce parti politique d'opposition, nous donnaient à croire que ça devenait de plus en plus compliqué pour eux d'obtenir ça. Notamment, et on a fait le débat ici, les points d'achoppement, c'était entre autres, par exemple, qu'on demandait à ce que les présidents d'honneur, en tout cas pour faire le lien avec l'ISL aussi, leur nom soit enlevé, et on leur demandait de la reprise d'un certain nombre de choses, notamment un congrès. Et il y en a qui avaient trouvé bizarre qu'un parti comme l'UDBN l'ait fait, la reprise de ce congrès. Eux, ils étaient catégoriques pour ne pas le faire. Mais entre-temps, on n'a pas appris qu'il y a eu congrès. Bon, subitement, c'est une aile qui obtient le papier. Les autres disent, ah non, on n'en a pas été informé. Du coup, on s'accuse de complot, de rapprochement incestueux. Moi, j'ai du mal, là, maintenant, au-delà de la légalité, parce que j'ai vu un document signé du ministère de l'Intérieur. Ensuite, j'ai vu mention de la publication au journal officiel qui reste le canal, ou du moins l'instance qui consacre l'existence juridique de toute association ou parti politique. Donc, du point de vue légal, je peux dire oui, FCBE a son récépissé, et même définitif maintenant. Mais au plan politique, est-ce que le parti va s'en sortir? Je trouve que c'est une nouvelle crise qui fragilise davantage l'opposition, si elle existe encore. Et puis, pour le jeu politique démocratique, on peut s'en plaindre pour l'analyste que je suis. Maintenant, dans la réelle politique, c'est de bonne guerre. Si, entre-temps, comme certains l'insinuent, c'est la porte par laquelle le pouvoir en place aussi pourrait offrir sa passivité bienveillante à ces partis-là pour ne pas leur donner le bâton par lequel ils vont le frapper, tant mieux pour le jeu, pourvu qu'il soit démocratique et qu'il se fasse. Et je dis, c'est malheureux pour FCBE qui a comme président d'honneur l'ancien président Boni Yayi, qui est parti du pouvoir il n'y a pas si longtemps.
Alors, Médéric François Gongo, vous avez suivi tout à l'heure l'argumentaire de votre vis-à-vis qui parle de méthodologie, qui parle d'elle. Et dans la foulée, suite à la délivrance de ce récépissé qui a été d'abord provisoire puis définitif, nous avons vu d'autres forces correspondants bien émergents, Eugène Azatassou, Alassane Tigri, Noureno Achadé, qui sont montrés au créneau pour crier au complot parce qu'ils estiment qu'il y a eu quand même des compromissions avec, je dirais, l'ennemi. Vous savez, la légalité autour de la mise en conformité fait toujours objet de discussion. Et jusque-là, les chapelles proches du pouvoir n'ont pas pu réussir à nous démontrer que ce document administratif qui a été constitutionnalisé a des fins relativement inavouées, parce qu'au finish, on a constaté que ce document avait été mis en branle pour écarter du processus des législatives la plupart des concurrents de taille. Ce débat est toujours d'actualité. Et ce débat a créé dans le subconscient de la grande majorité de ceux qui ont boycotté les législatives dans une proportion de 80%, même tablant sur les 22 de la Sénat et les 27 laborieusement établis par la Cour constitutionnelle. Ce boycott massif démontrait déjà que les Béninois n'étaient pas d'accord pour la démarche de l'exécutif. Cette démarche s'est retrouvée être celle que beaucoup de partis légalistes, parce que finalement, le pouvoir qui est établi, on a l'obligation morale et physique de respecter ce que lui confère la loi. Et une loi, bien votée ou mal votée, votée nuitamment par 15 personnes ou votée par une grande majorité, reste et demeure une loi tant qu'il n'y a pas une autre pour la remettre en cause dans une république. Donc les légalistes, comme l'UDBN, comme l'USL, comme une branche des FCBE, ont cru devoir, comme d'autres, le parti du doyen Valentin Diti-Roulé, ont cru devoir tabler avec l'existentiel et dire, tout en continuant le combat pour la remise en cause des législatives exclusives, le jeu en valait la chandelle sur le front de la poursuite du processus démocratique, parce que la politique de la chaise vide n'a profité qu'à ceux qui sont en position de force momentanée. Dans ce cadre, on a vu des responsables des FCBE, Noureno Achadé, Yarou Théophile, Humpé, dans une certaine mesure. Noureno Achadé n'est pas de cette ère. Non, attendez. Okay, il y avait eu une première rencontre. Ok, allez-y. Okay. Il y avait eu. C'est peut-être ça qui avait fait que. Il y avait eu. Opinion avait soupçonné. Il y avait eu une première rencontre. Il y avait eu une première rencontre. Vous êtes apparemment dans les secrets des dieux. Non, moi je suis. Et je ne suis que l'historien de l'instant. Ouais. Il y a eu une première rencontre à laquelle certains de ceux qui contestent la démarche de ce que moi j'appellerais des légalistes et dont je démontrerai la valeur de l'action dans la démocratisation du système même politique des FCBE, ceux-là avaient assisté, ou c'était pas mieux, aux premières rencontres. Donc, la volonté d'accéder à la démarche du pouvoir en place était manifeste au niveau du parti. On nous a même montré un document signé de deux principaux responsables donnant le pouvoir à certains de procéder aux négociations. On en était là quand d'autres problèmes se sont retrouvés rajoutés à la crise des législatives. La séquestration de l'ancien président Boni, qui a notamment amené certains militaires FCBE à raidir leur position par rapport au pouvoir et à remettre en cause toutes autres démonstrations et toutes autres démarches visant à faire entrer les FCBE dans les rangs, s'il faut que l'on parle en ces termes. Il y a d'autres chapelles qui pensent que le rapprochement qu'opèrent certains responsables des FCBE auprès du pouvoir est la suite logique de ce que certains responsables de la LB, certains responsables du PSD, certains responsables du PRD, dans une certaine mesure, ont opéré, permettant au pouvoir de créer des fissures et d'imploser la plupart des partis politiques. Ça a créé plusieurs chapelles. Mais la crise des FCBE aujourd'hui existait déjà dès leur création.
Et j'y étais, au palais des congrès. Lorsqu'on voit le mécanisme, je vous dis, nous, les Niachari, tout ça, n'était pas au début en tant que tel. Tous ceux qui sont là aujourd'hui n'étaient pas au début en tant que tel. C'était les Tchabisika, les Nduro, certains qui avaient d'autres philosophies, et c'était un parti de pouvoir. Parce que si on n'interroge pas l'histoire, on ne peut pas avoir des éléments pour mieux apprécier le présent et entrevoir le futur. Le futur. Donc, la FCBE avait des problèmes dès la création. Dans la situation actuelle. Ce que l'UBF avait eu, et l'UBF s'est éteinte tout juste après la fin du système, ce que la RB avait eu après l'appel de Goro, on a retrouvé cette RB qui s'est vidée de son contenu, de son essentiel. La rivière qui s'est vidée de ses poissons. De ses poissons, et qui s'est retrouvée concentrée autour des membres du clan Soglo et des gens de l'aide culturelle, des deux premiers responsables du parti. L'impact de l'ethnie et de la région s'est retrouvé au début de la crise au niveau de la FCBE et s'est exacerbé avec le clivage entre deux ethnies principaux. Il faut appeler un chat, les Nago et les Bariba, qui devraient être chefs. Et c'est exactement pour ça que le doyen Azatassou et Ouenoro avaient proposé le doyen Azatassou pour les départager. Cette crise s'est exacerbée avec les difficultés que le chef de l'État a eues en 2012, où l'ancien chef d'État, Yaïboni, président de l'FCBE, où il s'est recroquevillé sur lui-même et a été pris en otage par certains sur fond d'une religion. Donc, il y avait plusieurs clans. Cette affaire de récépissé, qui est un non-événement, autour de laquelle les gens s'époumonnent inutilement, qui s'apparente à de la diversion de la part d'un pouvoir, qui en a adopté comme méthode, lorsqu'il y a un problème fondamental, lorsqu'il y a une difficulté autour de laquelle et duquel se focalise l'attention, de distraire la population en ouvrant un champ de lutte. C'est stratégique et c'est à mettre à son actif. On ne peut pas le discuter. Donc, non, je n'ai pas fini, je vais chuter. Allez-y très rapidement. Donc, les FCBE ont les problèmes. Ça peut être des problèmes existentiels, ça peut être des problèmes de leadership, ça peut être des problèmes liés aux guerres de tranchées sur fond de conflits ethniques et régionaux. Le problème du récépissé n'a fait que mettre en évidence cette dissension qui s'est manifestée à plusieurs occasions et ceux qui observent bien le savent. Cette crise, au-delà de tout, doit être positivée. C'est également la manifestation de la démocratie au sein des instances politiques. On l'a vu au niveau du parti En Marche, on le voit au niveau de l'UDBN, où certains pensent partir. Alors que généralement, tous ceux qui sont partis des grands instances politiques, on l'a vu avec la RB, on l'a vu avec le PRD, RB avec les ailes qu'on a vues, on a vu le PRD Nouvelle Génération, on a vu l'UTC avec le parti Ensemble, on a vu le phare avec l'UDS et le parti phare. Tous ceux qui partent politiquement ne reviennent jamais. Après le phare, le quart de donc, on vous a compris, ce que je dis ici, la crise au sein de FCBE est symptomatique de l'instabilité politique et nous recommande à lutter pour la clarification du paysage politique à laquelle peut participer cette démocratie à l'intérieur du parti. La position du président d'honneur, on l'a vu, ce n'est pas une position qui tranche. Et on a vu M. Trofi Yarou féliciter la démarche. Une conférence a eu lieu ce vendredi. Le vendredi, on nous a dit. Cette conférence a été animée par des gens qui sont proches du président de Yarou et de Humpé. Et ceux-là ont adopté comme option ne plus s'attarder sur le problème des récépissés, mais se prononcer, nous a-t-on dit, sur la fermeture des frontières. Ça veut dire qu'il y a une dynamique. Et en politique, il n'est pas conseillé de laisser trop longtemps orphelines des populations qui peuvent se retrouver désabusées, qui peuvent se retrouver confuses et qui peuvent aller vers l'abstention record, même si vous avez des éléments pour les appartir à votre cause. Alors, Julien Kiti, vous avez suivi Médéric François Gogo, qui a pris suffisamment de temps, merci de l'avoir reconnu. Alors, Julien Kiti, excusez, Julien Kiti, face à cet état de choses, est-ce que finalement, les jeunes Azatassou auront pour seule alternative de rejoindre l'aile qui est constituée par Paul Humpé et bien d'autres à ces leaders charismatiques des forces corruptibles émergents?
Non, je pense que la grande préoccupation ne doit pas être d'abord de décréter leur faiblesse, leur incapacité à tenir leur thèse. Il faut déjà se féliciter. Puisqu'il y a des problèmes. Attendez, il faut déjà se féliciter Oui. de ce que des pères de famille, des adultes qui ont été surpris, qui ont été pris de court par rapport à une décision ou des décisions majeures engageant la vie de leur formation politique. Personne n'a pu jusque-là dénier à Zatassou, à Tchadé et aux autres leur appartenance au parti FCBE. Ça veut dire qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils ont dit là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assisté au fameux congrès. Ça veut dire qu'il y en a même qui ont été enlevés de leur poste. Monsieur Djenonte, il n'est plus le secrétaire exécutif du parti. À partir de ce moment, ils avaient la possibilité de se faire entendre au sein des réunions du parti. Attendez, oui, au sein des réunions du parti, mais ils ont choisi d'aller à la place publique parce que, pour deux choses, ils ont vu qu'il y avait comme un rouleau compresseur. Vous avez vu avec quelle célérité le récépissé provisoire, définitif, tout est allé, la publication au journal officiel. Et tant qu'ils soupçonnent un rapprochement ou je ne sais pas s'il faut parler de compromission ou compromis avec le pouvoir, eh bien, ils peuvent crier. Mais moi, j'ai observé, comme Médéric l'a dit tout à l'heure, l'évolution, le ton, nous sommes dans la communication. C'est-à-dire que le côté radical de la discussion a commencé à baisser d'un cran. Parce que les protagonistes ont commencé par dire l'essentiel pour nous. Aujourd'hui, c'est la remobilisation, c'est la réconciliation. Alors, les premières heures de ce rebondissement, de la multitude de crises multiformes au sein des FCBE, parce que comme l'ont connu la plupart des partis créés au pouvoir, et ça, j'ai été heureux de savoir que Médéric a fait référence à ça. L'histoire politique, c'est ça. Quand c'est autour de la marmite, quand tout est déjà cuit, que vous formez un parti politique, il n'y a pas militantisme, il n'y a pas préparation des gens, il n'y a pas conviction totale. Alors, du coup, lorsque ces gens-là crient, quand ils ont fini de dire les premières heures, ce qui allait trancher la situation, pour qu'on sache s'il y a eu complot réellement et si la guerre allait être fratricide, c'est la position du président Boni Yahi. D'accord ? Il a tenté par les réseaux sociaux d'abord de marquer son étonnement et de désavouer la démarche. Mais à aucun moment il n'a dit « enlevez mon nom comme président d'honneur ». Il ne l'a pas dit. Alors, est-ce que maintenant, quand on rentre dans la réelle politique telle que le rouleau compresseur du pouvoir en place est en train d'évoluer, même si c'est avec ses conséquences qui sont parfois difficiles à gérer par le pouvoir lui-même, eh bien, la politique de la chaise vide a frappé ces partis d'opposition aux législatives et d'autres partis qui sont de la mouvance présidentielle aussi. Mais nous avons les communales et les locales qui viennent à pas géant. On a déjà entendu quelques grognes de militants à la base dire « nous, on veut participer aux élections ». Il vous a dit, sous notre pic, lorsque des militants sont laissés orphelins pendant un bon moment, et ce moment, quand je dis il est bon, il n'est pas si long que ça. En 6 mois, ça suffit pour que les gens vous disent « allons chercher refuge quelque part ». Donc, à partir de ce moment, ceux qui sont restés, l'autre aspect qu'il n'a peut-être pas évoqué, ceux qui tiennent la branche très dure, radicale de cette crise-là, sont pour la plupart en exil. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur le territoire béninois pour que physiquement, ils subissent les affres d'un pouvoir que vous attaquez. Disons la vérité. Moi, je n'ai pas compris. Entre-temps, lorsque M. Yarou a eu quelques difficultés, il y a eu des convocations, des trucs comme ça, mais après, bon, peut-être qu'il a bien répondu, et ça, il n'a plus d'ennui. Mais que lui, aujourd'hui, il dise « je préfère suivre la démarche au ministère de l'Intérieur et que notre parti ait le récépissé, parce que l'enjeu, c'était quoi? Et ça, c'est stratégiquement correct, politiquement correct de la part du pouvoir aussi. Si le pouvoir n'imposait pas qu'il y ait reprise de ces congrès-là pour obtenir le récépissé, c'est que ces partis auraient toujours beau jeu de remettre en cause les législatives qui sont passées. Parce que faire le congrès, reprendre le congrès, est synonyme de renaissance.
Ça veut dire que si vous êtes né après les élections législatives d'avril 2019, ça veut dire que vous n'êtes pas fondé à remettre en cause cette élection-là. Maintenant, le président Boni Yayi, s'il n'a pas réagi pour demander à ce qu'on enlève son nom, ça veut dire que au plan de la gestion de l'héritage politique, il tient quand même à encore avoir la main. Et je pense qu'il y a des choses qui sont passées en sourdine pour dire aux autres, ne continuez pas à vous manger le nez. Et du coup, je pense qu'il y a une démocratie qui a été exprimée à l'intérieur. Maintenant, à ceux qui ont réussi à mener la démarche pour obtenir le récépissé, d'avoir le triomphe bas, pour appeler les autres, pour leur dire, à un moment donné, chers camarades, il fallait que des gens décident d'avancer. Dans son groupe, il y a toujours un noyau dur qui réussit à faire les choses. Peut-être que les mêmes, puisqu'il a dit tout à l'heure, je ne savais pas que M. Achadé, l'honorable Achadé, a pu participer, ne serait-ce qu'aux premières réunions, qui tentaient de faire bouger les lignes. Alors, ça veut dire que de là, ce que d'ici quelques semaines, vous voyez ces personnes-là qui disent, bon, les camarades nous ont expliqué les motivations. Non, mais avant de passer à Médéric François Bogo, j'ai bel bien envie de vous poser une question. Est-ce que vous, Julien Nkiti, est-ce que ça ne pose pas un problème de bienséance qu'on apprenne que des responsables d'une formation politique, qu'on ait organisé un congrès et que ces personnalités-là soient, je dirais, enlevées de leur poste sans qu'ils ne soient informés? Mais vous et moi, nous n'avons pas les réelles raisons, les réels motifs pour lesquels on les a enlevés. Le jeu politique n'est pas... tout n'est pas rectiligne dedans. Le jeu politique, ce n'est pas pour les enfants de cœur. Ce n'est pas toujours qu'on fait tout quatre sur table. Parfois, s'il faut consulter tout le monde, si on convoquait ce congrès-là, vous voyez, si on appelait M. Djenontin pour lui dire, bon voilà, on veut vous enlever du poste de secrétaire exécutif, peut-être qu'il ouvrirait une crise par lui-même d'abord. Parce que lui, en exil, vous pensez que le fait de continuer à porter le titre de secrétaire exécutif national du parti n'est pas un moyen de pression pour lui? Lui aussi, il espère que la décision vienne de lui. Un Komi Koutié est à l'extérieur, il met la pression. Et donc, aujourd'hui, que Djenontin n'est plus secrétaire exécutif national, il n'a plus le même poids pour influer sur le parti. Mais c'est pourquoi il faut comprendre la position un peu mitigée du président Boni Yayi. Parce que s'il demandait tout de suite à ce qu'on l'enlève du poste de président d'honneur lui-même, ça veut dire que le pouvoir que lui-même aussi a depuis l'étranger de manipuler le jeu politique de son parti politique ici va se rétrécir et les gens vont décider escalité. Là où M. Rumpe est aujourd'hui, lorsqu'il parle, c'est vrai, je dois vous dire, cette vérité-là, c'est mon point de vue. Je ne lui trouve pas l'étoffe politique que d'autres qui sont à la touche ou qui sont en position de dénonciateur aujourd'hui ont dans le jeu. Mais attendez, la politique, c'est également de l'opportunisme. La politique, si ce n'est que pour régler cette question, les autres ont été plus malins. Ceux qui sont au pays savent les raisons pour lesquelles ils l'ont fait. Et donc, selon moi... Il n'y a pas de péril, il n'y a pas péril à la demeure. Non, il n'y a pas péril à la demeure. Maintenant, oui. Si le débat sur la crise, les crises qui naissent au sein des partis politiques sous nos tropiques doit se faire, et il faut qu'il se fasse un jour. Les éléments que Médéric a évoqués tout à l'heure, moi j'ai mal parfois que ces éléments sont évoqués régulièrement, mais d'un mandat à un autre, d'une réforme du système partisan tentée en dents de scie à une autre, on n'arrive jamais à les mener. Et quand les écoles des partis politiques se créent pour qu'on puisse régler ces problèmes, ne serait-ce que pour les nouvelles générations qui viennent, il y en a qui étouffent ça encore parce qu'on veut toujours continuer à surfer sur l'ignorance des populations qui sont appelées à être les militants. Sinon, les questions d'ethnie, les questions de régionalisme, qui ne peuvent jamais être enlevées des gènes de l'Africain et même de l'Européen, de l'Américain, parce qu'on ne vous le dit pas souvent. Ces peuples-là aussi ont leurs différences de ce point de vue. Mais ils transforment ça en richesse. C'est-à-dire que si aujourd'hui, est-ce que vous avez pu observer qu'en lieu et place de Djenontin, c'est un Rumpe qui est de Bopa, qui a été placé. Vous voyez, ça veut dire que ceux qui ont mené ce jeu-là ont même réfléchi à ces questions. Imagine quand en ce moment, on me taxera de faire un débat sur le régionalisme ou bien mais c'est la vérité. Si on mettait Soumanou Djemba à ce poste, c'est que vous n'aurez dans ça que Yarou Djemba ou autre chose, et on vous dira c'est Nago, on vous dira que c'est chose.
Parce que si vous n'avez pas été capable de vous abstenir, de reconnaître que c'est parce que Boni Yaye de Tchaourou que la résistance, dans le cadre des élections législatives passées, s'est accentuée, s'est exacerbée à Tchaourou et à Savé. Donc reconnaissez que le régionalisme, la région parle, je veux parler de la région, que l'ethnie parle. À partir de ce moment, ceux qui ont fait le jeu, ils ont tenu compte de beaucoup de choses. Maintenant, les autres ont compris que s'ils continuent de crier, ils ne vont pas s'en sortir. La famille FCB va se réunir, mais il faut comprendre qu'on n'a pas encore, excusez-moi, les partis politiques dans la dimension, dans la structuration, avec les contributions intellectuelles et scientifiques qu'il faut, sociologiques qu'il faut, pour que les partis puissent évoluer. J'espère que les difficultés, que la réforme du système partisan en cours actuellement est en train de connaître, ces difficultés vont amener aussi bien les dirigeants des partis politiques, aussi bien les animateurs des partis politiques que les scientifiques, les universitaires, que j'appelle au réarmement moral et spirituel, parce qu'ils ont commencé par sombrer dans la compromission, eux aussi, que tous ces experts puissent réfléchir pour que nous ayons le nombre de partis que nous pouvons avoir, plus de 249 ou 300, mais le nombre raisonnable de partis politiques sans étouffement, pour que il y ait la formation qui reprenne à la base et que les médias aussi, et ça, on peut vous féliciter pour ça, que des débats du genre se mènent, pour que les médias aussi fassent leur contribution, pour qu'aujourd'hui, un jeune qui veut s'engager dans un parti politique sache pourquoi je m'engage, comment on s'engage, comment j'évolue, comment je me fais entendre. Parce que la solution de facilité a été toujours que j'ai dit, je veux qu'on aille à droite, les gens sont à gauche, je quitte. Et je ne quitte pas seulement pour dire la chose politique ne m'intéresse plus. Je vais créer mon club. Et finalement, sans expérience, vous vous retrouvez un jour, vous savez le phénomène des ministres nommés, mais qui se découvrent du jour au lendemain les talents de politiciens, ça continue. Donc, il faut continuer à faire ce travail-là. Et j'estime que le débat, il est entier comme il a dit, mais les FCBE, pour le moment, récépissé définitif obtenu, si jamais on dit que dialogue politique, il y en a encore. Si jamais on dit table ronde politique dans ce pays actuellement, FCB, il prendra pas. Alors qu'avant, et j'entends que Restaurer l'espoir veut faire Conseil national. C'est vrai que M. Azanaï continue de critiquer vertement le président Patrice Talon et sa gouvernance. Mais de là à ce qu'eux aussi disent, mais obtenons cette affaire d'abord qui nous permette de discuter et de continuer. Cette légitimité sur l'échiquier politique national. Moyen de pression sur le pouvoir. Et le pouvoir aussi peut faire des concessions, comme on le sent déjà. Tout à fait. Et je pense pour une fois, je vais dire, félicitations à mon ami, je l'appelle comme ça, ami maintenant, Sakalafia. Oui, parce que nous avons été suffisamment peu tendres avec lui. Ça veut dire que les lignes bougent à ce niveau également, même si c'est une branche de FCBE qui vient. Le ministère a délivré quand même. C'est une bonne nouvelle. Mais Médéric François Gogo, comme j'interrogeais tout à l'heure Julien Kitty, est-ce que ça ne fait pas un hic d'apprendre que suite à ce congrès qui s'est tenu, la démarche qui a été entreprise pour l'obtention de cette conformité, que des personnes comme Eugène Azatassou, Nourenou Achadé, Alassane Tigri, Komi Kouché, Valentin Dianontin et bien d'autres disent qu'ils n'ont pas été informés d'une quelconque démarche? C'est certes, même si on est en politique. Mais là, on parle de trahison. Vous savez, est-ce qu'on peut qualifier cette action de trahison? Je vais démontrer. Je ne donnerai pas une réponse à la normande, mais je dirais tout simplement que l'on parlerait de trahison au niveau de ces anciens ministres, de ces anciens députés des FCBE, s'ils avaient quitté la barque avant les législatives. Tous ceux qui sont restés au sein de l'opposition, jusqu'au niveau des législatives, pour moi, ils méritent qu'on les considère. Et nous ne devons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ils avaient été sous toutes les pressions, comme journalistes, comme opérateurs économiques. Parce que le pouvoir en place avait fait une option. En fait, c'était la refonte de la charpente de la démocratie béninoise. Le chef de l'État a été clair pendant la campagne. Et il a annoncé les couleurs. Donc, les partis politiques, dans leurs anciennes formes, ne pouvaient pas penser continuer le chemin. La reddition mathématique des partis politiques n'est pas la réponse à la question, on l'a vu. Mais la mise en place d'un système qui puisse permettre
ont tendance de se retrouver sur la base des idéologies, sur la base des options de développement, sur la base des ambitions pour le pays, que ce soit au niveau de la sous-région, que ce soit au niveau du continent, nous devons avoir des clubs qui vont se transformer après en des groupes politiques et aspirer à aller au niveau des partis politiques. La refonte a échoué. Et le cas des FCBE nous démontre à merveille, avec la crise qui se vit à l'intérieur, que les critères d'appartenance au parti politique doivent être révisés. C'est parce qu'on est Nago qu'on soutient tel, ou bien qu'on est Bariba qu'on soutient tel? Est-ce que c'est parce qu'on a un problème existentiel, on veut d'emploi? Ou bien, comme le disent certains, il y en a qui n'entrent en politique que pour être ministre, que pour aller au concours et réussir, aller à la douane, aller aux impôts, être forestier. Au fait, on a réussi à abattre le peuple. On a enlevé en tout Béninois aujourd'hui la capacité de croire qu'en 30 ans d'expérience démocratique, sur la base des acquis, nous allons résister aux vicissitudes de changement de pouvoir. Et le chef de l'État actuel l'a bien compris. Il a bien compris que, reconnaissons-le, tout en réglant ses problèmes, tout en permettant aux membres de ses clans qui avaient des activités génératrices de revenus du pays de revenir en force, qu'il avait l'obligation de rentrer dans l'histoire par la grande porte. Il a tenté d'imploser les partis, ça n'a pas pris. Il en a créé deux, de Siamois, pour faire le jeu démocratique et nommer des députés. Il voit que ça ne prend pas. Nous allons en parler tout à l'heure. L'échec politique est patent. Donc, nous devons quitter le problème des FCBE, les laisser gérer la crise. Cette crise est d'actualité au sein de tous les partis politiques. De manière à aller vers la loi de sélection naturelle, où on doit aller vers d'autres critères, où on doit faire émerger les membres du parti, pas parce qu'ils sont proches du président, pas parce qu'ils appartiennent à la région de la femme du président, mais parce qu'ils ont été militants, ils ont donné la preuve de leur militantisme, ou parce qu'ils ont étudié la chose politique à l'université et maîtrisent au moins la théorie par les connaissances livresques. Le cas des FCB, comme je le disais, doit nous permettre de consacrer l'échec de la démarche politique du chef de l'État. Le certificat de mise en conformité n'est pas d'actualité et ne peut jamais être d'actualité parce que tout simplement illégal. Parce que tout simplement illégitime, parce que les deux partis qui l'ont obtenu n'ont pas pu avoir 10% des électeurs. Donc, tous ceux qui tentent de nous amener vers ce débat ne veulent que nous dire. Le débat aujourd'hui est où? Le débat aujourd'hui, c'est que le Bénin est dans le ravin politique. La crise politique a dépassé toutes les limites. Le contrat social entre le pouvoir en place et le peuple est rompu. Ce qui nous amène à constater que toutes les décisions que le pouvoir prend, aujourd'hui il y a des réalisations. La stratégie évolue. Nous avons félicité le pouvoir dans notre quotidien. Aujourd'hui, il y a le projet de pipeline. J'ai suivi un reportage sur la télé du Niger la fois dernière, en séjour là-bas. Mais les gens ont magnifié tellement la relative sécurité qu'il y a au Bénin et qui aurait été à la base du choix du Bénin par rapport au Cameroun et au Nigeria pour un projet de 600 milliards. Ouais. Et le Bénin ne va pas mettre un seul rond. La rentrée a démarré, même si on doit regretter le fait d'avoir retiré le droit de grève des mains des enseignants et autres. Mais on ne peut pas permettre que lorsqu'on veut développer un pays, qu'on l'ait déjà fait 8 mois de grève. Bref, il y a des acquis, il y a des actions positives. Mais pourquoi le gouvernement ne s'attelle pas à magnifier ses actions pour se réconcilier avec le peuple? Pourquoi veut-on laisser nos frères en prison sans même les condamner? Pourquoi veut-on laisser des gens en exil alors qu'ils n'ont véritablement rien fait, alors qu'ils ont toujours contribué? Pourquoi les Béninois doivent vivre dans leur pays comme des fugitifs? Où on te dit, on me l'a dit 8 fois, avec tout ce que tu dis là, il faut fuir. J'ai dit non. Peut-être que vous ne connaissez pas les grands frères qui sont au pouvoir. Moi, je les connais. Et ils savent que je ne peux que leur dire la vérité. Et ils savent que tous ceux qui les caressent dans le sens du poil parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire pour manger que d'aller à la marmite nationale, que cela ne les aime pas. Ils savent bien. Donc, pour revenir au débat des FCBE, c'est un bon débat. Il ne va pas falloir blâmer X ou Y. Eux, ils nous ont permettre
de mettre en évidence la solidité, comment on appelle, l'existence de la démocratie au sein de leur pouvoir, comme l'UDBN. Je le dis honnêtement. Vous ne pouvez pas accepter que la présidente était au pouvoir, des gens étaient autour d'elle, elle avait nommé des gens dans les institutions. Mais c'est même bien que parce qu'elle n'est pas au pouvoir, des gens partent, c'est même bien que le résidu qui restera constitue le succès électoral d'importance pour elle. Et elle insiste sur ça. Donc, si c'est les règles qui sont respectées, quelqu'un veut pas, quelqu'un veut rester pour qu'il soit pour la FCBE, vrai militant. Pour la FCBE, allez-y, Médéric. Moi, je reste confiant. On va passer au dernier sujet. Oui, allez-y. Je reste confiant qu'ils vont réussir à positiver et à sortir grand de cette crise. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun parti politique de l'opposition. Aujourd'hui, les affaires, il y en a plein. Il y a trop d'affaires aujourd'hui. Et le peuple est orphelin, on ne voit personne réagir en tant que tel, à part les sorties sporadiques, bien étayées, de restaurer l'espoir, et quelques opinions des exilés de Léonce et autres qui sont à l'étranger. Le peuple est orphelin. Et le pouvoir lui-même a besoin qu'on l'attaque pour mieux performer, qu'on le contredit pour mieux s'améliorer. Donc, tout ce qui amène le chef, les faucons du système, à opter pour la démarche qui va constituer à crucifier les autres, qui va le ramener à 35 ans en arrière. Est-ce que le pouvoir doit être accusé de tous les péchés? Non, je n'accuse pas. Je n'accuse pas du tout le pouvoir. Je n'accuse pas du tout, mon cher ami. Mon cher ami, je l'ai dit. Je l'ai dit sur le chat la fois dernière. S'il vous plaît, je l'ai dit sur le chat. Le temps qui nous était parti de ce sujet est arrivé à terme. L'opposition, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est clair. Si l'opposition politique, notamment constituée de l'USL, de FCBE, de force de restaurer l'espoir, de la RB, si cette opposition, le 15 décembre de l'an dernier, au ciel de Vidolé, avait réussi à créer l'unité en son sein, le pouvoir en place n'y trouverait pas des fissures pour s'y engouffrer. Merci à vous, Médéric François Gongo. Nous n'avons pas encore merci pour vos apports, vos commentaires et analyses. La régie le permet, nous allons poursuivre dans cette émission. Alors, Médéric François Gongo, merci, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour vos analyses, vos observations et vos suggestions. Julien Kitty, vous êtes journaliste chroniqueur. Comment vivez-vous la fermeture des frontières du Nigeria au Bénin? Mais je souhaite que, quitte à ce que vous me l'enleviez même de mon temps d'antenne que je vais prendre maintenant, de mon temps de parole, excusez-moi, je tiens à faire quelques dernières observations sur le premier volet du débat que nous sommes en train de faire. Allez-y très rapidement. C'est déjà qu'il faut faire très attention à ce qu'on ne retienne pas, comme je le disais tout à l'heure, que le pouvoir en place et le président de la République, Patrice Talon, est la cause de tout ce qui arrive aux autres, qui se prévalent encore d'être de l'opposition. Je pense qu'on est dans un jeu politique, je le répète. Votre adversaire ne vous donne pas le bâton pour le taper. D'accord? Si vous laissez des failles, il les exploite. Maintenant, l'adversaire en face, il faut voir le bloc républicain, il faut voir l'Union progressiste, il faut voir l'UDBN, qui est toujours la mouvance présidentielle aussi. Le PRD. Le PRD, donc la mouvance présidentielle dans sa globalité contre les autres. Aucun de ces partis de la mouvance présidentielle ne viendra offrir sa passivité bienveillante à l'opposition, ne viendra aider ou bien offrir son expertise pour que l'opposition puisse être à l'aise. J'ai été amené à répondre à des questions, par exemple, où, connaissant ma proximité avec l'UDBN, quelqu'un me demande, mais écoutez, pourquoi l'UDBN obtient son récépissé définitif alors que les autres partis ne l'ont pas obtenu? Et les partis d'opposition, je dis d'abord, ils ne sont pas tous de l'opposition, il faut clarifier. Deuxième chose, quand on veut étudier, je l'ai dit, ça a surpris, quand on veut étudier le dossier de l'UDBN, là, on ne va pas chercher les pièces fournies par FCBE. Donc, chaque parti fait son option. Et l'option que FCBE est en train de faire maintenant, d'accord? Mais les gens avaient taxé l'UDBN d'avoir trop facilement accepté de reprendre son congrès. Mais un parti est souverain. Il dit, je fais mes options à un moment T pour pouvoir avancer. Mais si FCBE le fait aujourd'hui de la même manière, quand l'UDBN avait dit ce que le PRD est en train de faire en faisant croire qu'il va être dans le bloc républicain, ils ne vont pas le faire. Et quand l'UDBN très tôt a dit je veux faire mon bloc à part, on a dit oh non, c'est trahison. Le PRD a fait comment après? Alors, c'est pour dire que la politique, c'est aussi une question de conviction. C'est aussi une question de capacité
a réussi des choses, a échoué dans certaines choses, mais avoir le talent de gérer les conséquences de ce qu'on a créé. Et donc, au niveau de la frontière, de l'opposition actuellement, oui, j'observe qu'il y a un manque de courage, d'expérience et de droité politique. Parce qu'il faut observer, et tu vois, c'est ça qui amène... de finesse. Oui, de finesse. Azanaï a resté loin, a rigolé, a dit, bon, voilà les gars qui pensent me mettre en isolement, voilà comment comment ils ont pu expliquer que l'USL de Ajavon n'ait pu s'entendre avec FCB de Yaïboni et que restaurer l'espoir, quand même, ils ont pour dénominateur commun aujourd'hui qui disent que tous, ils sont contre la gouvernance du talent. Donc, il faut qu'ils cherchent le mal à leur niveau. Maintenant, il faut dire également que s'il y a des partis qui ne commencent pas à marcher, qui ne commencent pas à se positionner comme modèle, je pense qu'il faut les suivre pour que notre démocratie ne prenne pas un coup. Médéric a fait référence à ça tout à l'heure. Vous avez entendu il n'y a pas longtemps parler de l'UDBN en termes de 4 personnes radiées. Parce que ces personnes restent au sein d'un parti politique, vont poser des actes officiellement au nom d'un autre parti politique sans avoir démissionné ici. Ça, c'est tout ça les fruits de l'amateurisme. Et la jeunesse aujourd'hui ne doit pas continuer à donner dans ça lorsque la vieillesse politique, la vieille classe politique est sclérosée et n'a plus de moyens modernes pour pouvoir faire la politique. Des gens qui disent qu'ils ont démissionné alors qu'ils sont radiés. Donc, c'est des choses qu'il faut régler à son niveau. Et c'est pourquoi il faut retourner à l'école de la vie politique. Merci. Pour en revenir à la frontière, aux frontières fermées. Comment je vis ça? Avant d'aller aux frontières, peut-être, je pense que Médéric peut-être a quelque chose à ajouter. Nous allons permettre à Médéric d'ajouter quelque chose avant que on passe peut-être au sujet de la frontière. Médéric, allez-y. Voilà, un tout petit mot pour dire que tout le débat que nous avons, que ce soit autour des partis politiques, que ce soit autour, j'allais dire, de l'intériorisation de l'importance de la démarche politique par les populations, tout le débat là nous prouve que nous sommes dans une profonde crise politique. Et nous devons remettre les compteurs à zéro. Mais il faut que nous avons fait parler son expérience, son expertise. Et ceux qui n'ont pas l'expertise, nous allons évoluer un peu. Parce qu'il y en a qui sont cachés. Il y en a qui ont été... Nous sommes en phase. Nous sommes en phase. Nous sommes en phase. Nous sommes en phase. Et pour cela, il va falloir dépoussiérer la classe politique. Est-ce qu'on doit accepter? Et chaque parti politique doit commencer par faire ce tamis-là. J'espère bien que le PNL le fera à l'université de vacances, tout à fait. Parce que ce qu'on a aujourd'hui, on a un personnel politique. Donc nous avons encore un sujet. Oui, rapidement. En 2 mots. On a un personnel politique qui méconnaît son rôle. On a un peuple qui a une vision biaisée de l'acteur politique. Et on n'a pas des engagements sociaux, on n'a pas de contrats sociaux entre les peuples. Les gens sont élus parce qu'ils sont contre le système. On fait la promotion des gens qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève dans la lutte politique ou à l'université lors de la formation politique. Il y a trop d'intrus. Et lorsque c'est comme ça, le jeu est dévoyé. Et ce n'est plus les méritants qui s'en sortent, mais ce sont des médiocres, comme on le connaît aujourd'hui. Nous avons le règne des médiocres au niveau de la vie politique du Bénin. Et cela se ressent par rapport à tout ce qui se passe. Parce que le pouvoir en place, si le pouvoir avait devant lui des partis comme le PRD qui n'est jamais connu de problème, des partis comme la qui n'est jamais connu de problème, des partis comme l'UDBN qui n'est jamais connu de problème, c'est un pouvoir d'homme d'affaires qui n'a rien à faire là. Merci à vous, Médéric François Gogo. Julien Kiti, fermeture des frontières du Nigeria à ses voisins. Le Bénin est fortement frappé. L'ouverture n'est pas pour de sitôt. Alors, qu'est-ce qui réconforte le président Buhari dans sa position, à votre avis? Oh non, mais je n'ai pas la prétention et la taille de savoir, de rentrer dans parce que la situation quand même n'est pas du tout avantageuse, ni pour le Nigeria que pour le Bénin. Au niveau des conséquences que les populations nigérianes aussi sentent ça, mais est-ce que si on met tous les aspects dans la balance, est-ce que le Bénin ne le ressent pas, les populations béninoises ne ressentent pas les effets de cette fermeture de frontières plus que les populations nigérianes? Parce que, ne serait-ce que pour prendre un seul aspect, qui est d'ordre socio-économique, sur la politique, le modèle économique nigérian, qui est totalement différent du modèle économique béninois, malgré cette proximité géographique,
c'est que le Nigérian est beaucoup plus enclin à consommer nigérian que le Béninois ne l'est. Le Nigérian produit plus nigérian que le Béninois ne produit béninois. Le degré d'industrialisation du Nigeria n'est pas le même que le Bénin. Et la force, la masse travailleuse, d'accord, au niveau du Nigeria, ce n'est pas la même chose que le Bénin. Mais, toujours est-il que je suis au Bénin, donc je suis plus à même de vous dire ce qui se ressent au Bénin. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête du président Boihari? J'observe qu'il y a plus que ce que nous savons officiellement. Ça, je peux le dire. Sur ce plateau, au moins pour les premiers communiqués que les autorités politico-sécuritaires du Nigeria, douane, police et armée mises ensemble, eh bien, les premiers communiqués sortis disaient que c'était parti pour 28 jours. Ces 28 jours sont dépassés. Le président Boihari n'a pas autorisé l'ouverture. Au niveau du Bénin, le président de la République, même si, et ça j'en suis heureux, quand je suis venu ici avec un autre confrère pour faire le débat, où on disait qu'au niveau de la communication diplomatique, qui a des nuances, des spécificités par rapport à la matière diplomatique elle-même, où on peut faire les choses en cachette, mais ailleurs, vous avez vu, c'est quand dès que 1, 2, 3 heures après une crise, une décision du genre, au niveau du ministère des Affaires étrangères, on vous dit ce qui est en train d'être fait, ne serait-ce que pour ce qui peut être su. Donc, c'est dire que les dirigeants, le président Patrice Talon lui-même a pris les taureaux par les cornes, il est allé, et ça on a vu les images, rencontrer le président Boihari, je crois qu'ils sont vus 1 ou 2 fois, et je pense qu'il y a eu des missions, mais pourquoi jusque-là on n'a pas les résultats? C'est sûr que les lignes ont bougé, parce que la communication du gouvernement béninois ces derniers jours a tendance à dire les lignes bougent et l'ouverture, la réouverture de la frontière, c'est pour bientôt. Ben, moi je prie pour que ce soit une réalité. Je sais que le président Patrice Talon ne dort certainement pas sur ses lauriers par rapport à ça. Mais Boihari n'a pas encore dit tout ce pourquoi il insiste pour mettre le Bénin en difficulté. Je pèse mes mots. Parce que si au moment où Boihari dit il y a un certain nombre de produits que vous importez, vous réexportez vers mon pays, et surtout les produits alimentaires, et que cela appauvrit le monde agricole chez moi qui veut que dans la politique imposée par, développée par Obasanjo et poursuivie par Boihari, avec le soutien des opérateurs économiques comme Dangote et autres, que Obasanjo a travaillé, enrichi, eh bien, que ça va appauvrir le monde agricole, qu'il ne faut pas réexporter ça vers le Nigeria. Mais le Bénin a fini par dire, ne serait-ce que par un message de la Direction générale des douanes, que ces produits ne doivent plus l'être. Ça veut dire que les agents au niveau des frontières ont été instruits pour que cela ne soit pas. Pourquoi on n'a pas réouvert? Pourquoi, alors que ça c'est déjà suffisamment dur à supporter pour le Bénin, pourquoi le président nigérian sort, ne serait-ce que maintenant, seulement, la menace de nous couper l'apport en énergie électrique que le Nigeria nous faisait si nous ne payons pas beaucoup de milliards que le Bénin doit au Nigeria dans ce cadre-là. Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste du côté du président de la République fédérale du Nigeria de faire pression sur le Bénin. Et c'est dans cette réflexion que je fais par extrapolation donc le lien avec le regard que le président nigérian pourrait avoir sur la vie politique et le modèle économique dans notre pays aujourd'hui. Parce que dans la période législative, on a vu les prises de position que le président nigérien avait fait, notamment en sa qualité de président d'exercice de la CEDEAO. Il avait voulu, en des termes à peine voilés, que on gère autrement les choses. Est-ce qu'ils ne se sont entendus? Ils n'ont pas dit officiellement que quelque chose les dérange politiquement ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a des non-dits et seuls les secrets diplomatiques peuvent nous permettre de le savoir. Est-ce que le ministre béninois des Affaires étrangères est au courant, ne serait-ce qu'en sourdine, de tout ça? Est-ce que le président de la République est au courant de tout ça? Mais il y a un fait, et j'en aurais fini sur cette réponse-là à vous donner, qui n'est pas anodin en termes de communication au sommet de l'État. Vous avez observé que régulièrement, lorsque le chef de l'État, Patrice Talon, sort, il va à l'étranger, n'étant pas enclin à beaucoup bavarder, ce n'est pas lui qui faisait le point
des retombées ou des conclusions de ces voyages. Il y a eu une sortie tout récemment, ou des discussions avec le président Boari, le chef de l'État Patrice Talon. J'ai vu dans une vidéo, c'est lui-même qui faisait le point, qui notamment disait que les clauses, les tests qui régissent la CEDEAO veulent que les frontières, le Nigeria, ne décide pas aussi unilatéralement de fermer les frontières. Et qu'il reconnaît que le Bénin doit éviter de choquer les susceptibilités du Nigeria dans la limitation des produits réexportés vers là-bas, mais qu'il faut que les tests communautaires soient respectés. Si le chef de l'État lui-même décide de prendre la parole dans ces conditions, ça veut dire que il y a comme s'il n'est pas en train d'obtenir ce qu'il veut. Je ne veux pas, comme d'autres, trouver qu'il y a faille dans la gestion de la diplomatie béninoise, mais le président béninois, ses ministres, le gouvernement en entier, à qui, moi, en tant que patriote béninois, je dis beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile. Je dis félicitations pour les efforts qu'ils sont en train de faire, parce qu'on me dit on fait ces efforts-là. Je dois y croire en tant que patriote. Et depuis que j'y réfléchis, j'ai dit, mais même dans les débats que les gens font sur les médias au Bénin, quand vous allez dans la rue, les débats qui se font, vous savez ce que j'ai observé? Très peu de Béninois sont réellement informés de ce qui se passait entre le Nigeria et le Bénin et ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'une crise, quand vous ne la comprenez pas, vous ne pouvez pas contribuer à sa résolution. Vous devez constater, je dévoile ici, je vous ai ajouté à un groupe WhatsApp que j'ai créé pour dire, mais c'est sûr que je ne suis pas le seul à me poser trop de questions sur ce qui se passe. Et j'ai mis des gens dedans pour dire, mais reversons tout ce qui concerne Bénin-Nigeria ici. J'ai appelé ça Nigeria Benin Network, réseau Nigeria-Bénin. Pour dire, mais comprenons nous-mêmes d'abord ce qui nous arrive, pour que nous sachions comment nous interpellons notre gouvernement, comment nous contribuons à cela. Et quand nous aurons contribué et nous aurons compris, tout le monde va contribuer. Merci à vous, Médéric François. Excusez-moi. Julien Kitty. Je crois que vous avez été longuement bref sur ce sujet. Dans cette réflexion, je suis allé voir, j'ai compris que, en fait, la gestion de la gouvernance d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, là, il y a des points communs. Il y a des points communs. Depuis François beaucoup de décennies derrière, Julien Kitty, un confrère à nous, je finis un confrère à nous, Serge Julie, qui écrit ceci, et je pense que ça doit être un bon conseil pour nos gouvernants, qui dit, il ne suffit pas d'avoir des qualités exceptionnelles pour faire un président de la République efficace. Merci à vous. Il faut aussi beaucoup de défauts. Merci à vous, Kitty. Et pas n'importe, s'il vous plaît. Il faut aussi beaucoup de défauts. Donc il ne faut pas, parce qu'on a des défauts, penser que bon, c'est fini. Mais pas n'importe lesquels. Il faut être capable de se tromper avec pertinence. Et surtout savoir gouverner avec talent les conséquences de ces erreurs. Si par hasard le Bénin avait commis des erreurs, si par hasard, et qui ont versé le président nigérian au point où il soit si intransigeant avec nous, et quand mes parents me racontent, peut-être Médéric est un peu plus âgé que moi, va s'en souvenir mieux que moi, on m'a dit qu'il est déjà arrivé que les frontières du Nigeria soient fermées au Bénin pendant des mois. Et ça a eu un impact très grave sur le pouvoir politique ici. Je pense qu'il ne faut pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut que nous prenions les taureaux par les cornes. Voilà. Vous savez, nous assistons aujourd'hui à une guerre économique, à des fins politiques et sécuritaires. Cette affaire du Nigeria met en évidence la méconnaissance de la géopolitique de la sous-région par notre éminent ministre des Affaires étrangères qui a fait ses preuves. Ce n'est pas trop fort. J'en viens. Qui a fait ses preuves. Il est quand même diplomate. Qui a fait ses preuves. Reconnaissons-le. Non, Kitty, nous allons permettre à qui a fait ses preuves. D'y aller très rapidement. Oui. En Afrique de l'Est, mais malheureusement dans des pays où il n'y a que la guerre, où il n'y a que des conflits. Cela peut-il expliquer ceci? Parce que nous voyons une apathie qui s'apparente à une incompétence notoire. Des problèmes de personnes et des problèmes de respect des tests de la CEDEAO. Comment voulez-vous que le Nigeria, le géant de la CEDEAO, respecte les tests de convergence économique alors que nous-mêmes on a pris sur nous cette audace de méconnaître les exigences politiques de la CEDEAO. Mais pourquoi n'avons-nous pas respecté, en accord avec le préambule de notre Constitution qui proscrit la discrimination
et l'exclusion, en accord avec l'article 26 de notre Constitution, en accord avec les tests de la CEDEAO qui obligent au respect de certains délais à certains moments. On a bafoué politiquement la CEDEAO. Mais donc, est-ce que je viens. Est-ce que cela justifie Non, je viens. Kitty, Lorsque nous sommes partenaires, au bout de ses idées. et il est dit que chacun a la limite de sa maison. Chacun sait comment gérer ses enfants. Mais nous sommes entendus pour avoir des règles communes. Comment gérer nos enfants en donnant des responsabilités à l'un et à l'autre. Et sur des règles sécuritaires. Comment protéger nos maisons? Ben, nous avons décidé, malgré les injonctions du Godfather, Obasanjo, Oui, mais malgré, j'en viens, le président de la le Bénin ne vit pas en autarcie. Et il y a des règles qu'il fallait respecter. C'est parce que nous n'avons pas, je vais y aller vite, c'est parce que nous n'avons pas respecté les règles politiques que le Nigeria a décidé de jouer donc, avec nous. à votre avis, la situation, elle est mêlée à la crise politique que traverse C'est le Bénin. clair, il faut lire. Donc le Nigeria aussi, pour le faire, Non. viole les règles. Attendez, j'en viens. oui, allez-y. Lorsque vous ne respectez pas les règles, une partie des règles sur lesquelles on s'est entendu, je suis libre de respecter l'autre partie. Le Nigeria peut se justifier. La preuve, c'est que la communauté internationale, on n'a pas de réaction. Est-ce qu'il faut Je viens, laisse-moi aller. Non, non. là, c'est à l'église, on le dit. Donc, aujourd'hui, il y a ces problèmes-là. Deuxièmement, nous avons vu dans quelles conditions Chifade Nunga Junior a été chassé du pays. Le patron de Glo. Nous avons vu dans quelles conditions on a fait main basse sur le matériel de Glo et on les a vendus. Nous avons entendu, je parle de ce que je sais. Nous avons entendu l'accueil. Est-ce que Glo ne devait J'en viens. Nous avons entendu l'accueil. béninois. Ça, c'est nos débats, on en parlera off. Nous avons entendu l'accueil qu'on a réservé au Chifade Nunga quand il était là. Nous avons entendu beaucoup de choses. Nous avons appris qu'on a voulu tasser le ciment. Mais nous sommes pris par le temps. Le débat est là. Depuis un moment, on me fait signe. Je crois que si la régie peut me permettre, nous allons mettre un terme à cette émission. Donc attendez, je dois dire un mot. Non, Médéric, non, je n'ai pas abordé le débat. C'est très important. Ok, allez-y, droit au but par rapport aux frontières. Très rapidement, vous avez 30 secondes. Oui, allez-y. Historiquement, sur le plan séculaire, sur le plan des échanges commerciaux, nous avons été avec le Nigeria, où notre économie, tout au moins pour les populations qui vivent au niveau des deux frontières, si les économies se sont entremêlées, ont évolué les unes dépendantes des autres, tout président béninois doit tenir compte, 1, du mémorandum de Ouadagri, 2, des conclusions de la conférence mixte dirigée par l'actuel député Yawedou en ce moment, des documents des études, des documents des études effectuées par les professeurs Mouftar Lalae et John Ligé, du travail effectué par le jeune écrivain Moïse Kérékou par rapport à l'intégration, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que le Nigeria aurait un pays comme le nôtre à côté, sans avoir de l'intelligence économique sur leur territoire? J'ai suivi l'intervention d'un patron nigérien en anglais, et il a démontré comment nous sommes en train de nous enrichir par la fraude sur le dos du système économique nigérien. Médéric François Gongo, je rappelle que vous êtes fondé du quotidien Actu Express. Vous étiez face à Julien Kitty, journaliste, analyste politique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'info de ce jour. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain, peut-être avec les mêmes confrères, les mêmes débatteurs. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que nous les reverrons. D'ailleurs, il s'agit bien de Médéric François Gongo de Julien Kitty, pour en débattre plus amplement sur cette crise que traversent le Bénin et le Nigeria. Merci à vous, chers amis internautes. N'oubliez pas de mentionner vos impressions en commentaire. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien et passez une agréable week-end en compagnie de nos programmes sur le www.ezaitv.bj.